Ok, on est revenu sur les tests. Partie numéro 12, on va parler des fréquences et des proportions, ce qui sera poursuivi par la suite. En fait, là, je vais travailler sur des proportions, donc pour un problème, en gros, des lois de Bernoulli, donc on est sur des problèmes binaires. J'aurai une discussion un peu spécifique sur les variables, ce qu'on va appeler multinomiales, c'est-à-dire des variables factorielles. Mais en première introduction, j'ai cette histoire de proportions et de fréquences, voilà, qui poursuit un peu la discussion qu'on avait eue auparavant sur les tests, puisqu'en fait, on va essayer de faire des tests sur les proportions. De la même manière, on fera des tests dans le cas des lois multinomiales. OK. Mais voilà, les proportions, c'est vraiment un sujet un peu à part entière. Donc, j'ai pensé que ce serait pertinent, en tout cas, d'avoir une série dédiée de slides autour de cette estimation des fréquences, des intervalles de confiance et des tests quand on est sur des proportions, quand on a des variables de Bernoulli. D'accord. Donc, euh, le point de départ, c'est quoi? C'est qu'on a un échantillon X1, Xn qui peut prendre deux valeurs A et B. Okay, je m'intéresse à le fait qu'on ait pris une modalité. Le voir davantage, encore une fois, je le remets à plus tard parce que j'aurai une capsule qui sera une série d'interventions qui seront normalement sur le 13 ou le 14, où vraiment on parlera plus spécifiquement des variables factorielles, c'est-à-dire où je prends plusieurs modalités. Là, on est vraiment dans la première partie, où déjà avant de prendre trois modalités ou quatre, on va déjà en prendre deux. Okay. Mais qui dit deux, dit finalement qu'il y en a une seule qui nous intéresse, parce que l'autre, ce sera ce qui reste en fait. Donc si jamais ça ne prend pas la modalité A, c'est que ça prend la modalité B. Donc en fait, juste modéliser la prise de cette modalité suffit. Et c'est pour ça que j'ai dû dire déjà à plusieurs reprises, quand on a des variables binaires, en fait, il n'y a pas de problème de choix de loi, essentiellement parce que j'ai une seule loi qui peut marcher pour modéliser une variable binaire, c'est la loi de Bernoulli. Okay. Autant sur un comptage, je peux vous trouver des dizaines de lois, autant sur une variable binaire, il n'y en a qu'une. Parce que la loi est complètement caractérisée par la probabilité de prendre la valeur 1, puisque une fois que j'ai donné la probabilité de prendre la valeur 1, j'ai forcément la probabilité de valeur 0, c'est 1 moins la probabilité de valeur 1. D'accord. Donc à partir du moment où j'ai des choses binaires, il n'y a pas de possibilité de choix de modèle et de modèle probabiliste, c'est forcément une note Bernoulli. OK. Donc revenons à nos petits moutons. Donc j'avais mes variables binaires et je fais un tout petit peu la distinction parce que ça reviendra par la suite et je préfère la faire dès le début. OK. J'ai des variables x1, xn qui sont plutôt des observations, qui sont des variables catégorielles, qui prennent deux modalités, homme-femme, AB, noir-blanc, pile-face, voilà, ce genre de choses. Il y en a une qui m'intéresse plus particulièrement et je vais définir une variable numérique. Donc ça y est, on peut enfin faire des maths. J'ai ma variable indicatrice. Donc je suis cette fois-ci sur une variable y qui prend deux valeurs. Y prend soit la valeur 0 ou 1, 1 si jamais j'étais sur A, et 0 si jamais j'étais sur B. Donc je prends les modalités que peut prendre X, A ou B. Si jamais c'était B, je donne un 0, la valeur 0. Si jamais je tombe sur A, je donne la modalité A. Et à partir du moment où j'ai converti ma variable factorielle en une variable numérique, je peux faire des calculs. Donc, je peux calculer une fréquence, par exemple. La fréquence d'apparition des A, c'est quoi? C'est de manière assez simple, le nombre de fois où j'ai obtenu la valeur 1. Donc, on retombe sur des choses finalement qui sont assez proches de ce que je vous avais fait quand j'ai défini, par exemple, la fonction d'impartition. Je regarde la proportion de fois où un événement survient. Et donc, j'interprète une probabilité, parce qu'en fait, d'ailleurs, c'est ça qui va se cacher. C'est la probabilité associée à notre loi de Bernoulli se cache une fréquence. Okay, donc, je vais traduire, ou je vais plutôt estimer ma probabilité comme étant une fréquence ou une proportion. Alors, je mélangerai peut-être un peu les termes, en particulier des fois les fréquences, ça pourrait correspondre au nombre de fois où j'ai observé un événement. Par exemple, dans un histogramme, on pourrait dire qu'on a une fréquence d'apparition d'une catégorie. Okay. Mais voilà, en tout cas pour l'instant, je vais continuer à avoir cette définition. Donc la proportion, alors des fois aussi je le noterai P chapeau, ça va être l'estimateur de ma probabilité de valeur A. Okay, donc c'est l'estimateur de la probabilité du fait que x est égal à A, qui est en fait aussi la probabilité pour que y soit égal à A. Et c'est aussi l'espérance de y. Okay, pourquoi? Parce que j'en fais calculer ici la moyenne, donc cette chose-là, c'est en fait y bar. Voilà. Donc c'est ça qu'on est en train de dire. Et formellement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière ces observations se cache un modèle probabiliste. Okay, un modèle probabiliste, je vous rappelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière mes observations se cache une collection de variables aléatoires. Donc, je suppose que j'ai des variables y1, yn qui ont une loi de Bernoulli. Et donc, les grandeurs que j'avais définies
sur les petits y, c'est-à-dire sur mes données, je les convertis en tant que variables aléatoires. Donc, c'est ça qu'on va pouvoir utiliser. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que les variables aléatoires, si jamais je les suppose comme étant UID, dans ces cas-là, je sais que l'espérance de ma fréquence, c'est P, et la variance de ma fréquence, c'est P1 moins P sur N. Pourquoi c'est ça? Tout simplement parce qu'en fait, F, c'est Y bar. Okay, donc, je ne l'ai pas démontré ici, mais je peux vous le démontrer. F, c'est égal à Y bar. Et donc, on sait que l'espérance de Y, de Y bar, en fait, c'est l'espérance de Y. Okay, ça, c'est une propriété qu'on a toujours sur des variables. Okay, la moyenne, son espérance, c'est l'espérance de la variable sous-jacente. Okay, et ça, il suffit de l'écrire si vous voulez. L'espérance de 1 sur N, somme des YI. Par linéarité, je peux sortir le 1 sur N. Je peux rentrer l'espérance à l'intérieur de ma somme, et donc je récupère 1 sur N, la somme des espérances des YI. Okay. Et donc j'ai N fois, donc comme j'ai des variables qui sont supposées indépendantes et de même loi, les espérances sont toutes les mêmes. Donc sommer N fois la même grandeur, ça veut dire que je l'aurai N fois. Okay. Donc j'aurai N fois l'espérance de ma loi de Bernoulli, donc ça fait P. Donc je me retrouve avec du NP sur N, et donc il me reste mon P. Okay, donc c'est bon, on a celui-là. Pour la variance, c'est à peu près toujours la même histoire. Il n'y a rien de bien mystérieux. C'est toujours le fait que la variance, je vais avoir du 1 sur N qui va traîner en trop, parce qu'essentiellement, c'est l'histoire du fait que la variance est quadratique. Donc la variance de 1 sur N, la somme des YI. Je vais sortir mon 1 sur N, mais il va sortir avec du 1 sur N à la 2. La variance de ma somme, comme je suppose que mes données, encore une fois, sont indépendantes et de même loi, ça va être la somme des variances. Donc, je vais récupérer la somme des variances des YI. Or, la variance, quand on a une loi de Bernoulli, c'est du P1 moins P. Okay, donc, je vous renvoie sur les slides que j'avais fait sur les différentes lois. Et donc, je me retrouve à sommer N fois la même grandeur. Et donc, ça va me donner N fois P1 moins P. Et donc, quand je regarde la variance de Y bar, la variance de Y bar, ça va me donner un N P1 moins P divisé par N à la 2. Et donc, ce N-là va disparaître. Je vais le faire disparaître joliment. Je vais le faire disparaître comme ça. Et le petit 2 va aussi disparaître. Voilà. Et donc, je me retrouve avec cette expression-là, l'expression qui est à gauche. Donc, effectivement, l'espérance de la fréquence, c'est P. Donc, c'est un estimateur sans biais de la probabilité sous-jacente. Donc, c'est pour ça qu'on a une espèce de confusion. Dans la série de capsules précédentes, je terminais sur le livre de Simard, de Christian Simard, de statistique, où on a, la notion d'estimateur n'est pas définie. Donc, on a une espèce de confusion un peu permanente entre ce que c'est qu'une probabilité, ce que c'est qu'une fréquence. On n'a pas le formalisme qui, à mon avis, est un petit peu important pour comprendre ce qu'on fait. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que la fréquence, c'est un estimateur sans biais de la probabilité sous-jacente. Et donc, c'est pour ça qu'on utilise aussi abondamment la fréquence, c'est que c'est un bon estimateur. En tout cas, c'est un estimateur sans biais, ce qui est une propriété souvent assez souhaitable sur les estimateurs, même si elle n'est pas indispensable. Et la variance, on la maîtrise relativement bien. Okay, elle va tendre vers 0, donc on va avoir un estimateur qui est convergent. Enfin, voilà, tout se passe très bien. Autre point, sur la fréquence, je connais sa distribution. Je connais sa distribution parce qu'en fait, c'est des lois de Bernoulli. Donc, en fait, je connais ma loi de Bernoulli. Je sais que n fois la fréquence, ça suit une loi de Bernoulli. Donc, à partir de là, je peux vous construire la fonction d'impartition. Okay, F, c'est plus exactement un comptage. Okay, F, c'est une fonction qui va prendre les valeurs suivantes. 0, 1 sur n, 2 sur n, et on va aller jusqu'à n-1 sur n et 1. Okay, donc, ça va prendre n plus une valeur, qui sont ces valeurs qui sont uniformément distribuées sur l'intervalle d'unité, qui correspondent à ces k sur n. Et la probabilité de tomber sur chacune des valeurs, je peux faire comme ça, chacune des valeurs qui va se trouver ici. Donc, si jamais j'essaie de trouver les différentes probabilités, en fait, c'est les probabilités qui sont associées à tout simplement la fonction d'impartition, plutôt la fonction de masse de probabilité d'une binomiale. Voilà, donc c'est bon, on a fini. On a notre fonction d'impartition. Et ça, on a vu, chapitre 3, que cette chose-là, ça ressemble beaucoup à une loi normale. Voilà. Donc en fait, on a cette approximation, enfin, je ne sais plus à qui je l'avais fait remonter, genre d'Alembert ou les grands mathématiciens de l'époque de la Révolution française, qui effectivement nous montrent qu'on a une convergence normale de la fréquence à condition de la normaliser correctement. Et en fait, cette approximation, elle est bonne assez vite. Okay, c'est-à-dire qu'il suffit d'avoir plus de 30 observations et d'avoir… Alors,
et c'est surtout ça qui va être important, d'avoir au moins une quinzaine d'individus dans chacune des classes. Au moins 15 fois des 0 et 15 fois des 1. Okay, donc en gros, cette approximation, elle est bonne quand on a 30 observations, mais dans ces cas-là, il faut être proche d'une probabilité de 1,5. Si jamais j'ai des probabilités plus faibles, dans ces cas-là, il faut un peu plus d'observations. Ce qu'on va demander, c'est ce genre de critère qui est que l'approximation va être supposée comme étant juste. Donc cette approximation-là va être supposée juste dès lors que j'ai au moins 15 observations de type 0 et au moins 15 observations de type 1. Et ça, c'est cool, parce que comme on retombe sur des lois normales, on peut faire tout plein de choses. On pourra faire des intervalles de confiance, on pourra faire des tests. D'accord ? Donc, on va pouvoir utiliser cette normalité, à condition d'avoir un petit peu d'observation. C'est là où on va commencer un petit peu à discuter, c'est qu'est-ce qui se passe quand je n'ai pas beaucoup d'observation ? Qu'est-ce qui se passe quand je n'ai pas beaucoup de 1 ou pas beaucoup de 0 dans mes données, Okay ? Alors, première piste, c'est de se dire, alors j'étais arrivé là-dessus, donc on avait noté qu'on avait ce genre de résultat. Okay. Et donc, on peut se demander, est-ce que je peux utiliser cette approximation-là pour construire un intervalle de confiance? OK. Donc, si jamais je reviens, mon petit théorème, alors je vais devoir le changer parce qu'en fait, j'ai l'impression que j'ai oublié de mettre un petit slide, je le rajouterai dans les slides après, mais je vais quand même vous l'écrire ici. En fait, le théorème que je vous ai écrit, je peux le réécrire de manière un tout petit peu différente, qui sera tout aussi valide. Je l'avais déjà évoqué quand j'avais dû commencer à faire des intervalles de confiance sur les proportions. Okay. Donc, retournez normalement, ça doit être dans la série des slides 10, dans le chapitre 10 où j'avais évoqué ça. Ce que je suis en train de vous dire ici, c'est que P chapeau moins P divisé par la racine carrée de P, 1 moins P multiplié par la racine carrée de N, ça suit à peu près une loi normale. Okay, c'est ce que veut dire cette convergence en loi, peu importe, ça veut juste dire que j'ai à peu près une loi normale. En fait, ce théorème, donc cette approximation, je peux l'écrire de manière un tout petit peu différente. Je peux l'écrire de la manière suivante. En fait, je peux dire que racine carrée de N, P chapeau moins P, divisé par la racine carrée de P chapeau, 1 moins P chapeau, ça suit à peu près aussi une loi normale. Donc, je ne vais pas vous le démontrer parce que ce n'est pas forcément très rigolo. Enfin, c'est des théorèmes de maths, c'est le théorème de Slutsky qui permet d'assurer que ça marche, il n'y a pas de souci. Le point, c'est quoi? C'est juste j'ai transformé les P1-P en leurs estimateurs. Donc ça, c'était une astuce qu'on avait déjà un petit peu évoquée, qui est de dire quand on faisait des intervalles de confiance sur la moyenne, on commençait par supposer la variance connue, puis ensuite on remplaçait par l'estimateur de la variance. Donc là, c'est un peu la même chose. Je suis en train de vous dire, le terme de dessous, c'est la variance. Okay, et donc, vu que je ne la connais pas, je le remplace par l'estimateur de la variance. Là où il y a une petite arnaque, c'est qu'en fait, l'estimateur de la variance, il est précisément lié à mes probabilités. Et l'avantage, c'est que quand j'écris ça, tout d'un coup, je vais pouvoir extraire cette grandeur-là. Nous, ce qu'on veut, c'est un intervalle de confiance. Donc, l'intervalle de confiance, je vous rappelle, c'est on veut trouver un intervalle tel que le paramètre qui m'intéresse appartienne à un intervalle AB avec une certaine probabilité. OK. Et pour pouvoir trouver ce AB, il faut que j'ai juste un endroit, idéalement, où je retrouve ce P. Alors, on verra qu'on peut quand même bricoler un tout petit peu. C'est un peu calculatoire et c'est des maths et j'ai mis plein d'étoiles parce que voilà, regardez-le si jamais vous êtes intéressé parce qu'on peut y arriver. En fait, c'est assez joli, mais c'est des maths. Mais voilà, on est capable de le faire. Mais voilà, le plus simple, c'est de faire cette petite astuce qui consiste à dire, comme je veux construire un intervalle de confiance sur P, je vais garder P une seule fois, le reste, je vais le remplacer par des estimateurs et je devrais pouvoir m'en sortir. Et effectivement, quand on fait ça, donc on récupère quelque chose de la forme suivante. Donc, je vous rappelle qu'on avait racine carrée de n, p chapeau moins p, divisé par racine carrée de p chapeau, 1 moins p chapeau, qui va être égal à z, qui va suivre une loi normale n0. Donc, si jamais j'inverse cette écriture-là, okay, donc cet objet-là, ce que je vais juste dire, si jamais je veux trouver mon paramètre p, je vais multiplier par ma racine carrée, donc je vais récupérer du p chapeau moins p, qui devrait être égal à du z racine carrée de p chapeau moins p chapeau. Et je vais même diviser par racine carrée de n. Okay. Et donc, on récupère quelque chose comme ça. Donc, si jamais je veux récupérer la valeur de p, je suis juste en train de vous dire que p, ça devrait être p chapeau moins z multiplié par la racine carrée de p chapeau moins p chapeau sur racine carrée de n. C'est exactement ce que j'utilise. On va remplacer z par des quantiles. Et donc, on récupère cette formule-là qu'on a P chapeau, plus ou moins mais en quantile de ma loi normale, et on retrouve le terme de droite qui était tout simplement ce ratio entre la racine carrée de la variance divisée par la racine carrée de n.
qui va se trouver à droite. Okay, donc, j'ai réussi comme ça à construire assez facilement mon intervalle de confiance. Donc, c'est l'intervalle de confiance qu'on avait dit de Wald. Okay, c'est l'intervalle de confiance, de Wald d'une fréquence, okay, qui a du sens à partir du moment où n est suffisamment grand. Okay. Alors, il y a un tout petit souci dans cette méthode, c'est que si jamais j'utilise ça, c'est possible que la valeur qui se trouve là, elle devienne un petit peu grande. Donc, je vous ai fait un tout petit exemple. Par exemple, supposons qu'on ait fait 14 lancers de pile ou face et on a obtenu 12 fois pile. Okay, donc, il y a un événement qui s'est répété 14 fois, 12 fois il a été observé, donc 2 fois on a eu l'événement opposé. Okay, si jamais vous utilisez cette formule-là, donc je vous le refais cette formule, j'ai observé 12 fois des 1, n égale 14. Okay, donc, ma moyenne, elle est à 12 sur 14. Donc, le terme de P chapeau, c'est la somme des x divisé par n. Okay. J'ai ma fonction quantile, donc j'ai mon Q norme de 2,5%, 97,5% de normal. J'ai ma racine carrée de P chapeau à 1 P chapeau, donc c'est la somme des x divisé par n, n moins la somme des x divisé par n, le tout encore divisé par n, donc je me retrouve avec du n puissance 3. Okay. Anyway, ça marche. Okay. Et donc on a cet intervalle de confiance, donc on est juste en train de dire la probabilité, elle est sûrement comprise entre 67% et 104%. Bon, le 104%, on imagine, il est un petit peu redondant. Il y a certaines fonctions dans R qui, de mémoire, coupent. C'est-à-dire que dès qu'on commence à dépasser 100%, on va dire c'est bon, on s'arrête à 100. D'accord ? Mais voilà, techniquement, en tout cas, il n'y a pas de raison. Supposer qu'on est normal quand on est sur un intervalle borné, c'est fort possible. D'accord ? Donc, dire qu'on a une loi normale, effectivement, je vais avoir quelque chose de potentiellement un peu problématique des fois. Donc, c'est possible qu'on le dépasse. Voilà. C'est ce qui se passe exactement ici. Et donc, voilà, c'est celui qui est marqué ici. Donc, je vous ai mis, il y a un package qui est dédié à ces lois binomiales. Hein, c'est la librairie Binôme. Et je peux lui demander un binôme confint où je lui dis, j'ai eu 12 fois des 1 sur 14 lancés. Donne-moi toutes les méthodes pour construire des intervalles de confiance. Donc, vous avez exactement 11 méthodes. Et pour toutes ces méthodes, donc, on voit que alors, sauf pour la méthode de Bayes, mais ça, j'en parlerai pas parce que j'ai dit qu'on ne ferait pas d'inférence bayésienne. Okay. Donc, toutes les méthodes vous renvoient le même estimateur. Et ça, c'est logique, c'est que l'estimateur, c'est tout simplement x bar. Okay. Il s'avère qu'en stade bayésienne, c'est peut-être un peu différent, mais on n'est pas là pour faire de la stade bayésienne, en tout cas, pour l'instant, cette année. Et je récupère mes intervalles de confiance, là encore, à 95%. Donc, nous, celui qu'on vient de faire, c'est celui-là. C'est cet intervalle qui est dit asymptotique. Okay. Il y a certains packages dans lesquels ça va s'appeler la méthode de Wald. Okay. Et effectivement, c'est ce 0,673 et 1,04. 0,673, 1,64. Donc, c'est cette méthode-là qu'on utilise. On utilise le fait donc asymptotique dans le sens où si jamais j'ai beaucoup de données, j'ai une approximation normale parce que le théorème central limite nous dit asymptotiquement, quand n devient très grand, mon tirage de Bernoulli correspond à peu près à une loi normale. Okay. Donc, on voit qu'il y en a plein d'autres. Alors, je ne vais pas trop les présenter. Je vais juste en présenter quelques-uns, juste pour que vous sachiez un petit peu qu'ils existent. En particulier, on verra un petit peu la méthode d'Agresti. Et je pense que je parle aussi de Wilson. Voilà. Il y a aussi, il y en a d'autres que je présente qui ne sont pas forcément dans ce package. En particulier, vous avez dans un autre package d'autres qui sont proposés. Donc, lui, c'est celui qui s'appelle Wald, dans le package DeskTool avec la fonction Binôme Confidence Interval. Okay. Donc, le Wald, on voit qu'il a été coupé. Okay. Donc, le 1.04, tout d'un coup, il a été arrondi à 1.0000. Donc, on voit que c'est un choix arbitraire. Hein. Tomber sur 1.00000 quand on fait des calculs, c'est assez rare. Donc, c'est juste que comme on le dépassait, il a pris 1, puis comme ça, on est content. Donc, nous, on évoquera effectivement, je vous l'avais dit, Wilson, Angresti, et je parlerai un petit peu de l'arcsinus parce que ça a été assez populaire à une époque et c'est effectivement une méthode relativement simple pour construire des intervalles de confiance avec effectivement cette petite... ça passe par un petit peu de trigonométrie, mais ce n'est pas très méchant. Alors, il y a une petite correction qui existe, correction pour continuité, qui consiste à rajouter un petit quelque chose. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Donc, la première méthode que je vais évoquer, c'est celle d'Agresti. Je l'avais déjà un tout petit peu évoqué. L'idée va être de dire qu'en fait, on va corriger un tout petit peu nos données. Et donc, on va rajouter un petit quelque chose. Donc, au lieu d'estimer la probabilité P chapeau en disant je vais prendre les observations
divisé par n. Je prends l'x bar. Okay. En fait, je vais corriger un tout petit peu en rajoutant 2 à mes 1. Donc, je vais faire comme si j'avais de nouvelles observations. Donc, techniquement, je vais faire comme si j'avais 4 nouvelles observations. Okay. Et je vais supposer que parmi mes 4 nouvelles observations, il y avait 2 fois un 0 et 2 fois un 1. Okay. Donc, je rajoute un petit peu de bruit de manière un peu artificielle, mais on l'avait déjà vu quand je vous ai parlé des estimateurs et des biais. C'est qu'en fait, rajouter un petit quelque chose de numérateur et de dénominateur, en fait, ça peut vous donner un meilleur estimateur. Un meilleur au sens où peut-être que je rajoute un peu de biais, mais en fait, je vais gagner sur la variance. Okay. Et donc, j'ai un MSE, un mean square error, une erreur quadratique moyenne qui sera meilleure. Et donc, c'est pertinent. Donc, c'est à peu près ce que propose Agresti. En fait, Agresti ne vous dit pas exactement ça. Agresti vous dit, en fait, au dénominateur, ce n'est pas exactement plus 4, c'est votre quantile de votre loi normale élevé à la 2. Okay, donc, c'est 1,96 au carré. Donc, on peut admettre que ça fait à peu près 4. Et sur le P tilde, au lieu de dire que je vais rajouter une observation, donc là, on compte le nombre d'observations. Donc, cette chose-là, ça correspond très exactement à la somme des x1, xn. Je rajoute quelque chose qui n'est pas exactement 2, qui est en fait mon 4, enfin mon 1,96 au carré divisé par 2. Donc, on va admettre que c'est à peu près 2. Okay. Donc, en fait, on est juste en train de bricoler un tout petit peu en disant je vais bruiter un tout petit peu mon estimateur. Et en fait, il s'avère que cet estimateur marche bien mieux, en particulier quand on a très peu d'observations ou quand on commence à avoir beaucoup de 0 ou beaucoup de 1. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les maths, mais sachez que c'est une correction qui a été largement proposée et qui a été qui est implémentée dans pas mal de logiciels. Wilson, ça va un tout petit peu plus loin. Donc, l'idée, c'est de ne pas s'arrêter à ce qu'on vient de faire, mais d'aller corriger un petit peu plus loin. Okay. L'idée, c'était quoi? Alors, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais c'est d'aller résoudre une équation de degré 2. Donc, je ne rentre pas dans les détails, mais voilà, sachez qu'on peut corriger un tout petit peu. Donc, on continue à avoir une espèce de valeur qui est mon P chapeau plus ou moins corrigé. Okay. Puis après, je récupère quelque chose qui est ma valeur de loi normale, un petit peu corrigée avec quelque chose qui est de l'ordre de la racine carrée de P chapeau à moins P chapeau sur N. Donc, l'idée de Wilson, c'est juste de dire je peux aller regarder, corriger un tout petit peu mes estimateurs, ce sera un peu meilleur. Je ne rentre pas plus dans les détails, mais voilà, sachez que c'est ça qui est fait. Le arc sinus, c'est beaucoup plus marrant. Le arc sinus, ça consiste à dire, OK, on avait vu que la variance de P, chapeau, elle était de la forme P1-P sur N. Donc ça, je l'avais démontré il y a quelques instants. Okay, il s'avère qu'on peut faire une transformation sur cette variable. Et en fait, ce qu'on peut montrer, c'est que si jamais je prends l'arc sinus, okay, alors l'arc sinus, c'est intéressant, c'est la fonction inverse d'un sinus, mais en fait, c'est intéressant parce que c'est des fonctions qu'on sait très bien dériver et intégrer. Mais le point est que si jamais je regarde la variance de cette transformation-là, en fait, c'est juste quelque chose de très, très simple. Okay. Donc, en fait, c'est juste 1 sur 4n. Donc, ça ne dépend pas de la valeur de P quelque part. Donc, c'est quelque chose qui a été assez classique en stats. Ça consiste à chercher des transformations qui vont stabiliser les variances. C'est que je vais transformer mes grandeurs de manière à avoir une variance qui est totalement indépendante du paramètre sous-jacent. Okay. Donc, c'est ce qui est proposé ici. Donc, l'idée, c'est juste de dire, je vais faire cette petite correction. Et donc, assez naturellement, on aura envie de se dire, dans ces cas-là, je vais transformer. Donc, je prends l'arc sinus de la racine carrée de ma probabilité. Donc, peu importe, mais surtout, le terme de droite, à partir du moment où j'ai un θ chapeau, si jamais je dois lui rajouter, si jamais j'ai quelque chose qui est gaussien, dans ces cas-là, j'ai quelque chose qui va être de la forme, je rajoute mon quantile de loi normale, et puis je multiplie par la variance divisé par n. Mais la variance, on voit, elle est très facile. Et elle ne dépend pas de mes observations. Donc, en fait, on va juste récupérer du 1 sur racine carrée de 4n. Voilà. Et donc, tout se simplifie. Donc, il y a juste besoin de faire cet aller-retour entre passer de mon espace de départ à mon sinus, puis revenir. Et voilà. L'idée est relativement jolie. Et elle a été assez classique à une époque. Donc, je l'en parle parce qu'il y a des packages qui le proposent. Donc, l'idée, c'est de faire cette transformation-là. Et alors, je reviens juste un tout petit peu en arrière. Mais si vous regardez, on voit qu'on a une certaine cohérence. Okay. Alors, peut-être qu'on donne un petit peu plus de largeur avec ces approches-là que ce que donnait la méthode de Bald. Donc, au lieu de dire qu'avec 12 réussites sur 14 lancées, on est sur une probabilité qui est au-delà de 67%, qui est comprise entre 67% et 100%, on est plutôt vers 60%, 97%. Okay. Donc, on est sur des choses qui sont un petit peu différentes. On voit qu'on a plus de cohérence quelque part entre les 3 estimateurs que je viens de construire, qui donnent des choses relativement comparables. Et la méthode de Wald, en fait, même si elle est plus simple à comprendre, elle a des petits défauts. Voilà. Donc, c'est pour ça que je l'ai présentée, parce qu'elle est très simple à comprendre.
mais en fait, elle marche moyennement. Voilà. Donc, il y a plein de papiers qui essayent de discuter le fait que la méthode de Wald, peut-être qu'il faut l'oublier, voilà, parce qu'elle sous-estime ou surestime, enfin, peu importe, elle peut avoir des problèmes. Les autres méthodes sont un peu plus robustes, mais voilà, derrière, elles sont un peu plus compliquées à comprendre, donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Là encore, je suis encore une fois, cette partie, il y a pas mal de 3 étoiles. Hein, donc, pour ceux qui galèrent déjà à comprendre le cours, passez un petit peu tout ça. Mais voilà, il est possible de construire des intervalles de confiance qui sont intéressants en particulier quand on est en dimension finie. Et on va utiliser le fait qu'on a une loi binomiale. Et la loi binomiale, mine de rien, la connaît. On la connaît, elle n'est pas très jolie. Ça fait intervenir beaucoup de combinatoires, mais en fait, on sait travailler dessus. On sait travailler dessus, en particulier, on a des propriétés sur la dérivée de cette fonction-là. D'accord. Donc, je ne suis pas en train de travailler sur une espèce de densité. Cette fonction n'a pas de densité. Quand je la prends en tant que fonction de y, c'est une fonction de répartition d'une variable discrète. Mais quand je le vois en tant que fonction de p, cette fois-ci, par contre, je peux dire des choses. Et en particulier, cette fonction, elle est continue, je peux la dériver. Okay. La dérivée, elle est moche, on la voit ici, mais elle est calculable. Le point, c'est que, encore une fois, le fait qu'il n'y ait pas de formule jolie d'un point de vue mathématique, on s'en fout littéralement, parce que derrière, on va faire tourner un algorithme, et donc vous allez avoir l'ordinateur qui va vous cracher une formule. Donc à partir du moment où c'est quelque chose que l'ordinateur sait calculer, on s'en fout de savoir si c'est compliqué ou pas. La notion de compliqué, c'est vraiment quelque chose de relativement humain, et en fait, d'un point de vue informatique, ça n'a pas forcément de sens. Cette chose-là, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué parce que c'est une somme finie. Il y a quand même la combinatoire là, qui peut être pénible si n est grand, mais en tout cas, on a des méthodes pour le faire. Et ce qu'on peut montrer, c'est que la dérivée, elle a une forme qui est relativement simple. Okay. Et donc, on peut peut-être utiliser ça. Et ça a été proposé pas mal. C'est ce qui s'appelle la méthode de Klopper-Pesson, qui consiste à dire en fait que je peux trouver des valeurs qui vont encadrer ma probabilité P, telle qu'il y a une probabilité 1 moins alpha d'être compris entre ces deux valeurs. Et ces deux valeurs sont en fait des niveaux de quantile associés à une loi, c'est ce qu'on appelle une loi bêta, qui sont en fait les lois qui sont ces lois-là. Voilà. Donc c'est ça qui est un petit peu caché derrière, c'est de dire, en fait, ces calculs de probabilité, en fait, je peux m'amuser à faire des calculs de dérivés et les récupérer. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin, parce que ça, à mon avis, c'est largement hors programme, mais sachez juste que cette méthode, elle a du sens et elle marche relativement bien et on peut l'utiliser. Donc, je vous l'ai fait, par exemple, sur la loi, pas sur mon problème d'élection. Donc, supposons qu'on ait 100 personnes qui aient été interrogées, n égale 100. Supposons qu'on ait eu 55 personnes qui disent qu'ils vont voter pour A. Dans ces cas-là, on a la somme des x1, xn qui vaut 55. OK. On peut estimer P chapeau. P chapeau de manière assez simple. Si jamais j'oublie ma correction qu'on avait vue avec Agresti, c'est tout simplement 55 sur 100. C'est ma fréquence empirique. Donc, j'ai à peu près 55% des gens qui devraient voter pour A, mais j'aimerais bien avoir un intervalle de confiance. Et la méthode que je vous propose, c'est de regarder des quantiles de bêta, disons qu'on sait le faire numériquement. Et donc, je récupère un intervalle de confiance qui sera, il y a 95 chances sur 100, puisque je suis sur un intervalle de confiance à 95%, pour que ma probabilité P, pour que ma probabilité P, je suis vraiment sur ma probabilité P, la probabilité P appartienne à 45%, 65%. OK, donc je peux récupérer assez facilement cet intervalle de confiance. Mais je peux le faire avec ma méthode de type, je peux utiliser l'approximation gaussienne, je peux aussi le faire avec la version de Wald. Et effectivement, avec la méthode de Wald, ça marcherait très bien. Alpha vaut 5%. OK. Je prends mes quantiles de niveau alpha sur 2, 1 moins alpha sur 2. OK. Alors j'ai l'impression qu'il y a un problème dans ma barre dans l'autre sens, mais ce n'est pas grave. J'ai ma probabilité P qui valait 55 sur 100, donc ça correspond en fait à mon P chapeau. OK. Dans ces cas-là, mon intervalle de confiance, c'est effectivement P chapeau plus mon quantile de ma loi normale multiplié par la racine carrée de P1-P divisé par N. Et donc, mon intervalle de confiance, on voit qu'il est à peu près cohérent. C'est là encore un intervalle de la forme 45%, 65%. Okay, donc, si jamais vous interrogez une centaine de personnes, on voit qu'on a un intervalle de confiance avec du plus ou moins 10 points autour de la valeur estimée. Okay. Alors, je peux aller un tout petit peu plus loin, parce que ce qui peut nous intéresser, ce n'est pas d'avoir uniquement un seul échantillon, des fois on peut en avoir deux. Okay. Donc, supposons qu'on ait un échantillon qui ait une loi Px,
une loi binomiale de paramètres Px, un autre échantillon dont la loi serait une binomiale Py. J'aimerais bien tester, alors je suis désolé, j'aimerais bien faire un intervalle de confiance pour Px 1 moins Py. Dans ces cas-là, on peut en fait utiliser cette approximation qui est à peu près l'équivalent de ce qu'on avait eu auparavant avec deux échantillons. Quand je travaille sur la différence, donc là on est sur des données non appareillées, okay. Dans ces cas-là, je regarde la différence x bar moins y bar qui suivent des lois normales. Les deux suivent des lois normales, la différence suit encore une loi normale par indépendance, et donc on a cette propriété-là. Et donc je peux récupérer mon intervalle tout simplement en disant j'ai ma différence empirique, j'ai mon quantile de ma loi normale, et ensuite je récupère l'équivalent de mon écart type qui est cette chose-là. Donc qui va être une variance de mes données. Okay, donc je suis capable de construire un intervalle de confiance pour la différence entre les deux proportions. Et là encore, je peux faire des petites corrections pour continuer. Okay, donc, cette technique de comparaison de deux échantillons, elle existe aussi. Donc, dans les packages que j'avais évoqués tantôt, je peux ne pas le faire uniquement sur un échantillon, mais je peux le faire pour comparer deux échantillons. Donc, il y a une fonction qui s'appelle binom diff confidence interval. Donc, je dis par exemple que j'ai obtenu 14, j'ai fait 14 lancers, j'ai obtenu 12 fois D1. Dans l'autre distribution, j'avais 15 lancers, j'ai obtenu 11 fois D1. Donc, dans un cas, j'ai une probabilité estimée qui est à 85%, dans l'autre cas à 73%. Est-ce que je peux avoir un test? Pardon, désolé, on n'est pas sur les tests. Est-ce que je peux avoir un intervalle de confiance pour la différence entre les deux? Okay, donc, la différence, on voit, elle est à peu près de 12 points. Ce serait quoi l'intervalle de confiance associé? La méthode qu'on vient de voir, c'est la méthode de Wahl qui vous dit ce 12 points, en fait, c'est quelque chose de la forme moins 16 points et 41 points. Okay, donc, on voit qu'avec très peu de données, on a des intervalles de confiance qui sont relativement importants. Okay, essentiellement parce que même si jamais on a, avec ces deux échantillons-là, on aurait pu obtenir des choses très différentes. Encore une fois, j'ai que 14 et 15 observations. D'accord, donc je suis très très faible. J'utilise le test de Wahl alors que franchement, je n'aurais pas le droit. Et voilà, je l'ai quand même fait. Alors, on peut essayer de regarder un tout petit peu, revenir un tout petit peu sur ce qu'on essaye de faire. Okay, fondamentalement, on essaie de construire une région je vais appeler ça une région de rejet, mais peu importe. Je suis en train de construire un intervalle de confiance. Okay, l'intervalle de confiance, c'est quoi? C'est j'aimerais bien que la probabilité d'appartenir à un intervalle soit 1 moins alpha, ce qui veut dire que la probabilité de ne pas appartenir à mon intervalle, c'est de l'ordre de alpha. Okay, donc, c'est quelque chose qu'on va avoir de ce type-là. Alors, pourquoi est-ce que je mets du inférieur? C'est juste qu'en fait, comme on est sur des variables discrètes, en fait, on a beaucoup de mal à calculer des valeurs précises. Et je vais vous montrer ça tout de suite sur mon graphe. Donc, je reviens sur mon histoire. J'ai fait 14 lancers et j'ai obtenu 12 fois D1. Okay, et on essaye de voir où se trouvent les probabilités. Donc, je vous ai retranscrit ici les différentes probabilités. Donc, par exemple, ici, si jamais j'ai une probabilité de 0,4, okay, si jamais je regarde ce que vaut une loi binomiale de paramètres 14 et de probabilité 40%, dans ces cas-là, on voit qu'il n'y a quasiment aucune chance d'avoir des zéros. 1% de chance d'avoir 1, 3% de chance d'en avoir 2. Puis on augmente comme ça tranquillement. Donc, on a ici toutes nos probabilités. Okay, donc, on retrouve le fait que quand ma probabilité augmente, on se déplace comme ça. Donc, plus ma probabilité est grande, plus je devrais avoir d'observations de 1. Okay, donc, X, c'est le nombre de fois où j'ai observé des 1 sur mes 14 lancers. D'accord, donc, on voit qu'effectivement, c'est pertinent. Si jamais j'étais à 90%, dans ces cas-là, en gros, je me concentre sur des valeurs qui sont… J'ai obtenu 11 fois 1, 12 fois, 13 fois, 14 fois. Okay, donc, on voit qu'on est vraiment sur la toute fin de la distribution. Alors qu'au contraire, à 50%, on est vraiment concentré bien plus au milieu, okay, avec une belle distribution symétrique. Donc, ici, je suis à 21%, 18, 18, 12, 12, 6, 6. Donc, on retrouve la belle symétrie de notre mode binomial. Est-ce qu'on pourrait utiliser ça pour mettre en place des tests? Okay, donc, on va utiliser ces intervalles de confiance, en fait. On a envie de se dire, dans ces cas-là, j'aimerais bien trouver… Par exemple, si je fais un test bilatéral, j'aimerais bien pouvoir dire, je vais essayer de trouver des valeurs à gauche et à droite, telles que j'ai 5% de probabilité de rejet, enfin 2,5%. Pardon, je suis à 10%. Donc, comme je suis à 10%, ça va être 5% à gauche, 5% à droite. Okay, 5% et 5%. Le gros problème, c'est qu'on est sur des lois discrètes.
comme je suis sur des lois discrètes et que j'ai peu d'observations, encore une fois, j'en ai que 14, bah, en fait, je ne peux pas atteindre tant de valeur que ça. Donc, par exemple, si jamais je commence à 0, on voit que tout de suite, on attaque à 23%. Donc, en fait, il n'y a aucune chance de se trouver à gauche. Okay, il n'y a aucune chance de trouver des valeurs sur lesquelles il y a 5% de chance de me trouver. Donc, en fait, dès le début, bah, on va l'accepter. Et il y a juste, effectivement, à la toute fin, si jamais j'arrive par la droite, quand on n'arrive pas à la droite, on va avancer jusqu'à ce que les probabilités cumulées fassent 5%. Okay, donc, je commence ici. 0, 0, 0, 0. Donc, au début, on tombe quasiment jamais. Mais encore une fois, si vous avez 10% de chance de tomber sur 1 en lançant 14 fois des pièces, il y a très peu de chances pour qu'on obtienne 6, 1. Okay. Puis, on commence à avoir des probabilités qui arrivent. Donc là, j'ai 1%, 4%. Donc là, 1%, 3%. Donc, quand je cumule, je suis déjà à peu près à 4%. Je ne peux pas rajouter celui-là parce que dans ces cas-là, je vais dépasser 5%. Et donc, ce qu'on va dire, c'est que sur ma loi binomiale, si jamais effectivement j'étais sur une probabilité P qui était de l'ordre de 10%, dans ces cas-là, je vais chercher des valeurs. Donc, je vais rejeter. Encore une fois, j'essaie de mettre en place ma stratégie de rejet. Ma stratégie de rejet, ça va être le nombre de fois où j'ai obtenu des 1. Okay, si jamais le nombre de 1 que j'ai obtenu est supérieur ou égal à 4, dans ces cas-là, je vais rejeter. Donc, je peux exclure à droite, à gauche, j'ai rien du tout. Okay, donc, c'est ça la stratégie de rejet qu'on va mettre en place. Si jamais j'étais à 50%, on serait un peu plus content. Si jamais la vraie probabilité est à 50%, là, ça marche mieux. Pourquoi? Parce que au début, je suis à 0, 0, là, je passe à 1%, 2%. Donc, effectivement, je peux atteindre assez facilement 3% peut-être. Okay, je ne peux pas rajouter le 0,6, le 6%, parce que sinon, je vais dépasser mes 5%. Mais on voit qu'effectivement, si jamais j'ai une probabilité P0 qui est de l'ordre de 50%, dans ces cas-là, je vais rejeter à gauche si jamais X est plus petit ou égal à 3. Et je vais rejeter si jamais on est trop grand, c'est-à-dire si jamais, donc on arrive de la droite, et on va s'arrêter quand on a 11, ou alors si X est supérieur ou égal à 11. Donc on voit se mettre en place une stratégie de test de rejet. Okay, et les régions, elles correspondent en fait aux régions rouges. En fait, en fonction de la probabilité sous-jacente P0, la forme de ma région, on voit qu'on va exclure les petites valeurs, on va exclure les grandes valeurs. On va valider notre hypothèse H0. Je suis désolé, je vais effacer tout parce que ça ne dépend. Donc, on va commencer par exclure les valeurs petites. On va exclure les valeurs grandes. Et entre les deux, on a notre région d'acceptation. Donc, si jamais on est dans ces valeurs en noir, entre les deux, on va avoir envie d'accepter notre hypothèse H0. Ça, c'est pour le test à 5%, à 10%, pardon, à 5%, on a un intervalle qui est un peu plus grand, mais on voit qu'on a beaucoup de mal à construire nos régions de rejet sur nos tests. Donc, quand on est sur des petits échantillons, on peut le faire à la main, mais on voit que ce n'est pas hyper satisfaisant. D'accord? Parce que là, par exemple, typiquement, si jamais je suis proche de 40%, en gros, je rejette juste quand on est sur 0 et 1. Je ne peux pas rejeter si jamais on tombe sur 2, essentiellement parce que la somme des deux, ça dépasse 2,5%. Okay, donc, on a beaucoup de mal à accepter. En fait, on accepte un petit peu trop nos tests. Voilà, donc si jamais j'ai peu d'observations, donc si jamais n est petit, c'est ce qu'on a ici, n est de l'ordre de 14. Okay, donc si n est petit de l'ordre de 14 et que mes probabilités sont relativement petites, okay, donc on est loin du fait, je vous avais dit, il faut que np soit plus grand que 15 et n1-p soit plus grand que 15. Donc ça, c'est généralement ce qui est admis dans la littérature pour que le test de Wald marche. Dans ces cas-là, on a un petit peu de mal parce qu'effectivement, c'est relativement difficile d'avoir des régions d'acceptation. En tout cas, nos probabilités n'ont plus trop de chance. Okay, donc, quand je vous dis on rejette avec 95% de chance, en fait, on est plutôt sur peut-être des probabilités à 97 ou 98%. Donc, on a des difficultés pour avoir des choses qui soient consistantes en termes de probabilité. Mais si jamais on est plus grand, on sait faire. Donc, par exemple, si jamais on a envie de faire des tests sur des paramètres, dans ces cas-là, on peut utiliser nos approximations normales et ça marche relativement bien. Donc, par exemple, si jamais je veux faire un test de est-ce que ma probabilité vaut un certain P0 ou est-ce que ça vaut P1, on peut utiliser notre statistique de test qu'on avait évoquée. On peut tout simplement utiliser le fait que si jamais H0 est vrai, si jamais on a effectivement une loi de paramètres P0, dans ces cas-là, cette statistique doit suivre à peu près une loi normale. Et donc, on se retrouve dans les choses qu'on a déjà faites, c'est-à-dire si jamais je veux tester P0
la probabilité, la fréquence vaut P0 contre P1. Si jamais P1 est plus grand que P0, ça veut dire que Z va être grand. Donc, je vais rejeter dès lors que Z est grand. Et le grand va être défini par rapport à une loi normale. Donc, dès lors que N est relativement grand, j'utilise le fait que Z va suivre une loi normale. Et donc, j'ai une stratégie qui est finalement très proche de celle qu'on avait sur les tests de moyenne, okay, qui consiste à utiliser cette statistique qui est tout simplement la moyenne empirique multipliée par la moyenne théorique qu'on pense avoir, ce P0. Je vais diviser par la variance. Donc, on va récupérer ce racine carrée de P0 à moins P0. J'ai le racine carrée de N. Et si jamais H0 est vrai, ça va suivre une moyenne 0. Okay. Si jamais je veux faire un test bilatéral, c'est à peu près la même idée. Okay. Donc, sauf que cette fois-ci, c'est P différent de P0. Okay. Dans ces cas-là, j'ai toujours la même statistique de test. Et là encore, je répète pour la millième fois ce que j'ai dit dans les capsules précédentes. La statistique de test ne dépend que de H0 et ne dépend pas de la statistique alternative, de l'hypothèse alternative. C'est juste sur la forme. Okay. On a toujours une loi normale. Donc, ce qu'on va dire, c'est qu'on rejette quand la valeur absolue de Z est trop grande. Et donc, la valeur absolue de Z va dépasser un quantile de niveau 1 moins alpha sur 2. Okay. Alors, petite précision, ça c'est le test standard tel qu'il serait basé, donc c'est une espèce de test de Wahl. Je peux faire la même correction que ce qu'avait proposé Agresti, c'est de dire je vais rajouter 2 et je vais rajouter 4 respectivement au numérateur et au dénominateur, et on va avoir un test qui est un petit peu meilleur. On peut travailler, non pas sur, on peut travailler sur X bar, qui est une bonne approximation de ma probabilité, mais je peux avoir cette petite correction. Okay. Donc, par exemple, ici, je vous ai simulé des données. Okay. Donc, on avait 164 observations. La vraie probabilité, elle vaut 3/5, et on va mettre en place une stratégie de test. Okay. Donc, j'ai quand même pas mal d'observations. Donc, on voit que le test binomial marche. On peut faire notre test binomial. Donc, comment ça marche? Donc, j'ai mon échantillon. Donc, 3/5, ça veut dire que j'ai 60% de chance d'avoir 1, 40% de chance d'avoir 0. Okay. La fonction de base dans R, c'est binôme.test. Donc, comment est-ce que ça se spécifie? Oui, j'ai oublié de le préciser. Quand on faisait, par exemple, le t.test, on mettait notre échantillon des X. En fait, là, techniquement, je n'ai pas besoin de mettre la série statistique. Ce qu'il a juste besoin de savoir, c'est combien il y a de 0, combien il y a de 1. Okay. Donc, on lui donne en fait combien il y a de 0, ou plutôt combien il y a de 1. Et ici, je lui donne N. Okay. Donc, c'est vraiment cette manière assez simple de spécifier quand on fait des tests de binomial. Et j'en reparle parce que quand on fera, par exemple, des tests sur des variables factorielles, on n'a pas besoin de rentrer le vecteur de données. Il suffit de dire, OK, si j'ai 3 catégories A, B, C, combien j'ai de A, combien j'ai de B, combien j'ai de C. Et combien j'ai de données en tout. Alors, combien j'ai de données en tout, il les a. Et voilà, c'est ça qu'il va demander. Okay. Donc, en fait, le vecteur des nombres suffit. Donc, nous, ici, il suffirait de donner, en fait, le nombre de 0 et le nombre de 1. Alors, en fait, je donne le nombre de 1 et le nombre d'observations. Le nombre de 0, c'est N moins le nombre de 1. Okay. Donc, une fois que j'ai spécifié ça, je lui dis qu'est-ce que je veux tester. Donc là, j'ai ma valeur P0. Okay, donc mon P0 ici vaut 60%. Alors là, c'est juste parce que je n'étais pas très imaginatif et donc je teste la vraie valeur que j'ai simulée. Donc en gros, mon test, il devrait quand même passer, d'accord? Puisqu'en fait, j'ai simulé des données précisément avec 60%. Et je fais une hypothèse alternative qui est que ce n'est pas 60%. Okay, donc l'hypothèse alternative, c'est que P0 n'est pas égal à 60%. Pardon. C'est que P n'est pas égal à 60% ou n'est pas égal à P0. Voilà, donc c'est ça. Et donc, j'ai ce test. Donc, on voit qu'il me dit, sur mes données simulées, j'ai obtenu j'ai obtenu 56% de fois des 1. Okay. J'ai un intervalle de confiance qui est cette forme-là. Ce qu'on voit, c'est que le 60% est dedans. Donc, a priori, je devrais accepter mon hypothèse H0. Et effectivement, quand je regarde ma p-value, on est à 42%. Donc, compte tenu de ces informations-là, c'est-à-dire la p-value et le fait que 60% appartient à l'intervalle de confiance, j'ai envie de dire que oui, j'accepte H0. Okay, donc, alors ce n'est pas un point d'interrogation, c'est juste que j'écris mal. Okay, et donc, on accepte l'hypothèse H0. Okay. Alors, je pourrais me demander un petit peu comment est-ce que ma p-value va évoluer en fonction de la valeur que je teste. Okay. Ici, qu'est-ce qui se passerait si je testais à 50%? Okay. Si jamais je tente à 50%, on voit que ce n'est pas non plus si mauvais que ça. Essentiellement parce que je vous rappelle, ma probabilité était à 56. Okay. Donc 56, j'ai obtenu 56% de 1 parmi mes 164 lancés. Il s'avère que ce n'est pas trop loin de 50%.
Et en fait, bah, si jamais je regarde mes 164 lancés, bah, dans ces cas-là, le fait d'avoir obtenu 93 fois des 1, ce n'est pas complètement stupide. En tout cas, je ne rejette pas l'hypothèse H0 qui est que la probabilité, elle était de 5%, de 50%, que ma pièce n'était pas truquée. Donc, c'est possible d'obtenir 93 fois des piles en faisant 164 lancers avec une pièce non truquée. Et en fait, si je regarde l'évolution de la p-value, donc on voit qu'elle est maximale précisément sur X bar, en fait, c'est-à-dire le 50, je reviens en arrière, désolé, le 56,7%. Okay, donc, si jamais j'avais mis comme valeur ici 56,7%, dans ces cas-là, j'aurais une p-value qui serait maximale, parce que dans ces cas-là, je serais vraiment stupide, en gros, de rejeter cette hypothèse H0. Okay, mais plus je m'en éloigne, plus, en fait, on est en train de voir que ma p-value diminue. D'accord? Donc, c'est vraiment ce qui est indiqué ici. J'ai ici mon X bar, et dès que je commence à m'en éloigner, donc soit pour aller vers 60%, et 60%, je vous rappelle, c'est la vraie valeur, même 50%, 50% était à 10%, on voit qu'on accepte en fait l'hypothèse H0. Et en fait, il y a vraiment quelques valeurs ici pour lesquelles effectivement on va rejeter. Ici, on va rejeter. Et donc, on retrouve en fait une espèce d'intervalle de confiance qui est très simple, qui est tant que je suis compris entre ces deux valeurs-là, donc tant que la valeur que je vais utiliser ici pour P0, tant que P0 est ici, dans ces cas-là, je vais accepter H0. Okay, si jamais mon P0 est trop éloigné de la valeur que j'ai obtenue, dans ces cas-là, au contraire, je vais rejeter l'hypothèse H0. Donc ça, c'est plein de bon sens, encore une fois. Cette symétrie, elle est relativement naturelle, et c'est ce qu'on observe. Et en fait, cette p-value, en fait, je peux l'approcher par cette fonction-là. Donc en fait, on peut montrer que la p-value, dans notre cas, c'est, avec notre approximation gaussienne, c'était cette grandeur-là. Et effectivement, on voit qu'on est très très proche de cette valeur rouge, qui est la valeur exacte. En fait, si jamais je fais un test exact, qui était basé sur le petit tableau que j'avais fait, mais c'est juste qu'il est fait plus grand, okay, et qui marche relativement bien. Donc après, je peux aller un peu plus loin, avec deux échantillons. Okay, deux échantillons. Alors là encore, on va supposer qu'on a pas mal d'observations. J'utilise mon hypothèse de normalité. Alors, comment ça marche? Supposons que j'ai deux échantillons de taille M et de taille N, respectivement de Bernoulli Px, Py. Hypothèse numéro 1, j'ai un Px moins Py, qui équivaut à un certain P0. Alors en fait, je ne sais même pas, a priori, la différence peut être la différence entre deux nombres compris entre 0 et 1 est forcément compris entre 0 et 1. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, ça vaut une certaine valeur. Okay, donc, je vais spécifier la valeur que prend la différence entre Px et Py. Alors, classiquement, on mettra 0. Okay, et après, on va te demander est-ce que c'est égal à P1. Alors, en fait, on retombe sur les choses qu'on a déjà vues 15 000 fois. On va construire notre statistique de test avec notre hypothèse de normalité. Okay, je prends la différence empirique, je prends la différence qu'on devrait avoir sous l'hypothèse H0. Je prends un estimateur de ma variance, en fait. Okay. Si jamais H0 était vrai, j'aurais une loi normale. Okay. Dans ces cas-là, si jamais P1 est plus grand que P0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais rejeter dès lors qu'on est grand, et grand au sens d'un quantile de la normale. Si jamais P1 est plus petit que P0, je rejette si jamais on est trop petit, au sens de quantile de la normale. Okay. Et bien sûr, je peux faire un test bilatéral. Okay. Donc P0, 1 moins P0, j'ai toujours la même statistique de test. La seule chose, c'est que cette fois-ci, je raisonne sur la valeur absolue et je la compare par rapport à une loi normale. OK? Je m'arrête là pour la loi de la proportion. Et en fait, ce qu'on va voir, c'est que ces tests de proportion, en fait, on va les retrouver à plein d'endroits, en particulier sur des tests sur les médianes, sur toutes sortes de tests, puisqu'en fait, on va souvent se ramener à des histoires de Bernoulli. Donc, c'est pour ça que j'avais fait aussi cette petite section autour des proportions, parce que ça sert à plein d'endroits. OK, petite pause, le temps de reprendre du thé, et on est reparti.